Ouais. Oui, j'y ai pensé aussi. Oui. Est-ce qu'on a pensé au personnage de Madame Butterfly? Et là, je vais me taper la honte. Non, pas du tout. Et je ne connais pas l'histoire. Je connais le titre, je l'ai entendu, je n'ai pas vu le film. C'est un opéra c'est ça, on est d'accord? Ça fait Nulos. Ouais, on est d'accord. Donc, oui, oui, absolument. C'est vraiment un parallèle avec le personnage de Madame Vous avez aimé alors, parce que, en fait, dans l'histoire de Madame Butterfly... Puccini. On va vous donner un micro parce qu'on ne vous entend pas jusqu'ici. Petite seconde. Faut pas me le spoiler, je l'ai pas encore vu. C'est magnifique. C'est pas bête. Oui, oui. Je pense que vous allez aimer parce que le personnage de Madame Butterfly, c'est l'histoire d'une jeune japonaise qui se fait trahir par un colonel britannique Un marin. qui va l'utiliser en fait dans une relation. Il est américain, je crois. Américain, Ouais. excusez-moi. Les marins. Qui après rentre chez lui. Et en fait, elle tombe enceinte. Ah oui, donc c'est vraiment effectivement très très fort. En fait, j'ai pensé à ce personnage. Je vais en parler à Elisa, l'autrice du roman, et puis je vais dire, bah, en fait, t'as rien inventé. Quoi. Mais en fait, ce qui est, Et ça se finit mal. sympa, c'est que Madame Butterfly, elle chante, mais elle chante comme une occidentale. Et votre personnage à vous, du fait du dessin, en fait, il ne chante pas, et il y a ce cri qui C'est marrant, il y a un vrai parallèle, effectivement. Et c'est vraiment l'inverse complet, en fait. Et c'est une mais réponse c'est marrant. assez sympathique. Eh ben, non, non, vraiment, je ne connaissais pas. Il y a un très beau film de Frédéric Mitterrand, d'ailleurs, de Madame Butterfly, qui est la transposition de l'opéra. Ok. C'est magnifique. Bon, ben, je vais regarder. Oui. Après, c'est les dernières. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour ce film, c'était très bien. Alors moi j'ai une question pour vous. Moi j'aurais aimé, bon déjà je comprends pas pourquoi il ne veut jamais goûter à ce qu'elle fait, ça m'a choqué. Et d'autre part, j'aurais voulu que ça continue et qu'elle vienne en France à la fin. On a reçu de l'argent de la région Grand Est et Marseille, donc effectivement on aurait pu tourner la nouvelle rencontre. Pour ce qui est de la nourriture, pour moi ça vient des deux côtés, c'est-à-dire que mon but en tant qu'à l'écriture, c'est de créer une frustration énorme chez le personnage. Plus la frustration est grande, et donc du coup ce refus ce refus de manger la nourriture tout au long du film, plus la frustration est grande, plus on s'attend à ce que le spectateur s'attend à ce que quand elle est une dernière fois déçue, elle explose. Et donc pour moi, ce que je trouvais important, c'est que finalement, malgré cette frustration, elle n'explose pas parce qu'elle a changé et parce qu'elle n'a plus besoin de cette validation de cette figure paternelle. Donc pour moi, ça c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que Kéran, c'est un personnage qui est un peu un goujat quand même, d'une certaine manière. Un égoïste. Il vient en Corée, alors c'est un artiste, mais finalement il se mélange peu avec les gens du coin, il mange peu la nourriture du coin, il continue à parler français. Et ça pour moi c'est une question que je me suis posée moi-même en tant qu'auteur et réalisateur quand j'ai tourné mon premier court-métrage au Japon, à Fukushima. Je passais mon temps à me demander à quel point est-ce que je vole des histoires autour d'une tragédie qui est celle de Fukushima, à quel point est-ce que je vampirise tout ça, et puis finalement pour rentrer chez moi bien au chaud, très tranquille, parce que j'ai rencontré des populations réfugiées, des gens qui avaient perdu des gens, et donc du coup cette question elle est restée en moi de où est la morale dans les lieux où l'artiste va chercher l'inspiration. Et je voulais que Kéran incarne un petit peu l'extrême de ça, et de la même manière Kéran, c'est quelqu'un qui a fait une croix sur sa famille d'une certaine manière, on ne le raconte pas clairement, mais on sent qu'il s'est isolé pour créer, etc. Donc voilà pourquoi il y avait ce refus. C'est refus, je ne sais pas si je vous ai ajouté, Angéline. Non, mais je permets de rebondir sur ce que tu disais. J'ai eu ce sentiment-là quand on est allé sur la zone démilitarisée. Oui, tout à fait. Exactement. Effectivement, on a dû tourner quelques images, et à 2 km de là, derrière la colline, c'est la Corée du Nord. Et on imagine d'un coup, on ressent en tout cas cet état liberticide. En 14. On nous raconte des anecdotes sur certaines personnes qui ont essayé de passer à la nage, mais on voit très bien la mer, il y a des barbelés, il y a des caméras. Donc d'un coup, ces images qu'on voit comme le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un. qui a l'air comme ça un peu farfelu, mais d'un coup ça fait sens, ça devient concret. Et moi, c'est une joie qui m'a plombé. Parce que, effectivement, on est là, on fait un film, etc. Et puis, on se rend compte d'abord que notre quotidien par rapport à ces gens-là, d'un coup, on oublie que c'est un privilège.
qu'on n'en profite pas assez, en tout cas, je veux dire. Exactement, c'est vrai. Et on est souvent confronté à ça quand on fait des métiers qui sont en rapport avec tout ce qui est artistique. Il y a quelque chose de l'ordre parfois de... Ouais, on est un peu mal à l'aise parfois avec certaines situations. Bonsoir. Merci pour votre excellent film. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu que l'auteur avait participé légèrement dans le film en caméo. Oui, tout à fait, oui. Et qu'est-ce qu'elle a pensé du film par rapport à son livre? Elle a trouvé ça nul, d'ailleurs. Voilà, non, bah, moi j'avais très peur quand je lui ai montré le film. J'avais fait une séance, une projection spéciale pour Rochdy, pour Bella et pour Elisa. Et j'étais très inquiet de savoir ce qu'elle allait penser parce qu'elle n'a pas du tout participé au scénario, à aucun moment. Mais elle est venue sur le tournage. Elle a lu le scénario juste avant qu'on tourne. Et donc je savais que le scénario lui avait plu. Enfin, je savais. Elle est peut-être très polie aussi. De toute façon, c'était lancé, donc c'est mort. Et ensuite, elle est venue sur le tournage. Et donc, elle a vu un petit peu les choses et je m'interrogeais aussi. Elle me disait, ça fait bizarre d'avoir écrit des personnages sur lesquels elle avait, elle, des visages en tête et tout d'un coup, c'est plus les mêmes. Et donc, il y avait un truc où elle redécouvrait son œuvre d'une certaine manière. Et non, je crois que lors de la projection, moi je suis parti, je voulais pas rester justement pour éviter à chacun de les forcer alors, c'était comment pour leur éviter ce moment-là. Et on s'est reparlé quelques jours après, elle m'a dit qu'elle avait été vraiment bouleversée parce que elle m'a dit, il y a plein de moments dans le film où elle avait l'impression d'être vraiment mise à nu et elle m'a dit, mais comment tu savais ci, comment tu savais que j'avais ressenti ça et ainsi de suite. Et donc non, je sais que le film l'a vraiment touchée et d'ailleurs elle nous a accompagnés, là, je la retrouve après-demain à Lausanne, on va présenter le film ensemble. Non, le film lui a plu, en tout cas, c'est ce qu'elle me dit. Peut-être poli, mais surtout, si je peux me permettre, parfois c'est pas le cas, et en fait on ne peut pas en vouloir à l'auteur parce que le travail effectué et l'imagination, le fantasme qu'on a mis sur un roman, c'est assez violent de passer de l'écriture à l'image. Le cinéma, il est un peu plus, comment dirais-je, pragmatique. C'est-à-dire qu'on raconte un événement, on y met des formes, on y met de l'éloquence, on y met de la syntaxe, nous, on y met de l'image. Et parfois, effectivement, c'est un peu violent pour celui qui a initié cette histoire. Et il y a pas mal d'exemples d'auteurs qui se sont sentis dépossédés de leur œuvre en ayant vu le film. Il y avait vu ça avec, en finir avec Eddie Belliol, Édouard Louis, oui. Le film La Fontaine, il a été assez violent avec le film. Mais pour moi, ça n'est pas preuve que le film est raté. C'est comme si on voulait votre enfant quelque part. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis, il y a une phrase de Dumas, on va conclure là-dessus, qui est très jolie. Il dit, on peut coucher avec l'histoire pourvu qu'on lui fasse de beaux enfants. Alors, une toute petite dernière question, parce qu'on en a pas beaucoup de temps. Madame, allez-y. Merci pour ce très beau film qui, je trouve, fait la part belle à la suggestion. Et simplement pour revenir sur la filiation par rapport au personnage de Bella, je trouve qu'on voit très bien que ces problèmes de filiation entraînent aussi un problème de transmission. À savoir qu'effectivement, elle est dans une histoire qui vous fait aboutir et qui n'aboutit pas. Et elle, voilà, par l'imagination, par ses fantasmes, par son histoire, elle va s'embarquer dans une histoire impossible, effectivement, qui, du coup, ce problème de filiation, voilà, je trouve vraiment lui crée un important problème de transmission et c'est vraiment très intelligemment mis en lumière dans votre film. Merci beaucoup. Alors ne partez pas tout de suite parce que j'ai toujours ma petite tradition, vous me connaissez maintenant. Vous l'avez vu un peu avant, d'ailleurs, je ne l'ai pas vu. Je vois que Rochdy se retourne et commente quelques-unes de ses œuvres, on va dire comme ça. J'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y a énormément de films dans sa filmographie. Et je vais commencer par Patrice Chéreau, Ceux qui viennent prendre le train, n'avait pas un rôle très important, mais c'est un film choral en fait, un film avec énormément de... Donc si tu avais quelques mots sur chacun de ces films. C'est un film un peu... Je débutais quasiment, j'avais très peu tourné, et il avait toute une équipe issue des Amandiers de Nanterre, du film éponyme. J'étais le seul acteur avec Trintignant, mais lui il avait quelques films à son actif, qui ne faisaient pas partie de cette troupe, donc c'était assez
intimidant pour moi de me retrouver là parce qu'ils se connaissaient tous, c'était une bande, c'était une troupe. Ils m'ont accepté, mais je suis bien senti que j'étais pas l'imposteur, mais la pièce rapportée. Mais malgré tout, j'ai vécu un moment formidable parce que Chéreau a été très attentif et attentionné avec moi. Et c'était un joli moment, notamment avec Trintignant. C'était un acteur que j'appréciais beaucoup, que j'avais beaucoup vu étant enfant dans des films, donc resté. Et il était très gentil, très drôle, et beaucoup d'autodérision. Ça m'avait marqué. Un film beaucoup moins connu, mais là ça montre tout le risque que tu prends justement sur des longs métrages. Ouais. Et puis la rencontre avec Fanny Ardant. Ouais, la rencontre. C'était une rencontre. Ouais, je peux le dire, maintenant il y a prescription, je suis tombé amoureux d'elle à ce moment-là. Et puis il y avait ce personnage qui se travestissait, avec lequel j'avais beaucoup de mal parce que c'était difficile pour moi d'arriver sur le tournage, de me maquiller en femme, de m'habiller en femme. Je le vivais très très mal. Et elle m'a beaucoup soutenu, elle m'a beaucoup accompagné. Et j'avais du mal à faire le distinguo entre l'interprétation et ce que je vivais. Et il y avait mon ami avec moi quand même, Samy Bouagila, qui lui prenait ça avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'aisance. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, c'est un film assez original et très très violent à la fois. Un très beau film de Xavier Beauvois, Le Petit Lieutenant. Ouais. Je vais vous raconter. Beauvois, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai commencé le film qui m'a permis de devenir acteur. C'est un film qui s'appelait N'oublie pas que tu vas mourir et qui avait connu un succès professionnel en tout cas et qui m'a permis ensuite de faire tous ces films. C'est comme ça que je me suis fait connaître les professionnels. Et là, je le retrouvais avec Nathalie Baye, là aussi, très belle rencontre. Moi, j'ai eu une chance incroyable avec les femmes du cinéma. Quoi. Parce que, non, mais elles ont un truc. Cette génération-là, en plus, c'est la même génération, jusqu'à aujourd'hui, elles sont encore très, très passionnées par ce qu'elles font et par ce métier. Elles le font, elles mettent tout dedans. Contrairement à beaucoup d'acteurs, elles n'ont pas acheté des apparts, des parkings ou des résidences secondaires. Elles n'ont rien, si ce n'est ce métier et les films. Et donc, l'échange, il est passionnant parce qu'il n'est fait que de passion. Et avec Nathalie, j'ai rencontré ça, et encore aujourd'hui, je pense à elle parce qu'elle ne va pas très bien aujourd'hui. Et du coup, j'ai pensé, parce que je lui ai parlé il n'y a pas très longtemps. Et formidable souvenir, film pour lequel elle avait eu d'ailleurs le César de la meilleure actrice. Un film très étonnant dans ta filmographie, Va, vie et de bien. C'est une grande expérience parce que c'est un film où, je me disais comment je ferais aujourd'hui, où j'ai passé plusieurs mois en Israël, en immersion totale là encore, mais sur une durée un peu plus longue que la Corée. Et du coup je fais une parenthèse parce que c'est un pays sur lequel j'avais beaucoup d'espoir. Quand je parle d'espoir, je parle de la paix, etc. Quand je vois ce que c'est aujourd'hui, je me dis c'est terrible parce que vraiment les gens, les rencontres que j'ai pu faire des deux côtés en plus, parce que j'allais parfois à Ramallah, côté palestinien, on sentait vraiment une volonté, pas de faire la paix, de divorcer. C'est ce qu'il disait à chaque fois. Déjà, on pourrait divorcer et ensuite on pourra peut-être évoquer la paix. Et j'y croyais à ce moment-là, c'était il y a 20 ans. Donc voilà, grosse déception, tristesse terrible. Et le film, du film, c'était là aussi un challenge intéressant, puisque mon personnage était israélien, parlait hébreu, et ça parlait d'une période assez étonnante sur l'arrivée des Félacha, donc des Juifs d'Éthiopie, et de leur intégration. Un film qui a beaucoup marqué, dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Le film important, c'est Indigène, forcément, avec toute ta bande de copains. Ouais. Indigène, c'est une drôle d'histoire parce que le metteur en scène, Rachid Bouchareb, il se trouve que c'était un gars de mon quartier, mais que je ne fréquente pas parce qu'il est un poil plus âgé que moi, et donc pour moi, il est parti des grands. Et se retrouver quelques années plus tard à faire du cinéma ensemble, et notamment, je me souviens quand il avait évoqué cette idée de faire Indigène, il disait qui va mettre de l'argent sur 4 mecs issus de l'immigration, comme ça.
Et puis, quelques années plus tard, sont arrivés Jamel Debbouze, avec le succès qu'on lui connaît, Sami Nasseri, qui avait fait les taxis, et bon, bref. Du coup, la notoriété plus le talent a rendu ce projet possible. Et on a vécu, ouais, on en parle souvent encore aujourd'hui, à ce jour, une des plus belles aventures. Parce qu'il y a eu évidemment le film avec ce qu'il est, mais aussi tout ce qui l'entoure. Chirac, qui, en voyant le film, décide de décristalliser les pensions aux combattants étrangers, donc, qui attendaient depuis 60 ans quand même. Donc le fait qu'un président de la République, en voyant un film, décide d'abolir une loi, ben voilà, c'est quand même, on fait aussi du cinéma pour ça. Voilà, donc comment? Les festivals de Cannes. Oui, il y a eu Cannes, le prix d'interprétation à Cannes, bien sûr, oui, bien sûr, aussi. Non, c'est, je me souviens, on avait terminé l'aventure sur le tapis des Oscars à Hollywood, et ça avait pris fin là, et c'est vraiment une aventure extraordinaire, quoi, qui me marquera à tout jamais. Alors, un film qui a marqué Colas, c'est, tu en parlais, Roubaix, Les Lumières. Il y a un avant et un après Roubaix, très sincèrement. En termes de... le regard qu'on peut porter sur moi et sur mon travail. Je vois bien que les choses ont changé après Roubaix ou sur les propositions qu'on me fait, sur les rôles qu'on me propose. Il y a quelque chose de plus, je sais pas, comme si d'un coup on faisait davantage confiance sur quelque chose de plus élaboré, de plus, tout est envisageable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu prétentieux ce que je dis, mais je ne pas vraiment du regard, parce que parfois je me dis, ça, je fais partie de ces acteurs qui pensent que je ne peux pas tout faire. J'aimerais, mais il y a encore une palette dans laquelle je ne me sens pas à l'aise et que je ne préfère pas me lancer parce que je ne suis pas sûr parfois que je serai le meilleur choix. Mais voilà, Roubaix Lumière, c'est drôle parce que c'était même la première fois, je me souviens quand le film est sorti, que je recevais autant de messages de la profession. Pourtant, j'ai fait beaucoup de films auparavant. Et je me dis, il se passe quelque chose avec ce film et je m'en aperçois encore aujourd'hui. Alors, je connais beaucoup ici, qu'on a présenté en avant-première avec Louis Garrel, Noémie Merlan et Kevin Mandrôle. Mais c'est drôle parce que Louis Garrel, c'est quelqu'un que je fréquente beaucoup aujourd'hui. Dans la vie, on se parle beaucoup. C'est un homme qui a beaucoup d'esprit. Et on en parlait et on se disait, mais on ne savait pas qu'on faisait une comédie à ce moment-là. Et c'est vrai que, ouais. Je me disais, bon, je pense que les gens vont peut-être sourire à certains endroits, mais ni lui, ni moi, ni Noémie Merlan, ni Anne Gravert, nous pensions faire une comédie. Donc on jouait avec toute la sincérité, voilà, on est bien. Et puis le film a rencontré le succès qu'on connaît. Et là aussi, c'est un film qui a beaucoup fonctionné aussi chez le jeune public. Qui a découvert une palette de nous quatre, d'ailleurs, qui ne connaissait peut-être pas sur l'humour, même si on ne l'a pas fait exprès. Mais c'est un film qui est beau et de charme et d'intelligence. Et le dernier, bon, c'est pour évoquer toi, metteur en scène, ton 6e film. J'imagine qu'il y a d'autres films en préparation. Est-ce que tu peux nous... Non, je sèche total en ce moment. Depuis que j'ai fait ce film, c'est un film où j'ai mis en scène ma vie et ma famille. Et quelque part, c'était nécessaire, mais c'est vrai que depuis, je ne sais plus quoi faire. J'ai plus d'idées, je ne sais plus. Donc, moi, je crois que je n'ai pas totalement encore digéré cette expérience. Et ma famille non plus d'ailleurs. Donc, je prends le temps. J'ai la chance de faire quand même mon métier d'acteur. Ça me permet de prendre le temps, de réfléchir. Je vous avoue qu'il y a quelque chose qui commence à naître, mais c'est encore très balbutiant. Merci à vous deux.